Monsieur l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs les intervenants, cher public de la Maison Heinrich Heine, on est un peu dans le noir, je trouve, un peu trop. Mais on va de toute façon éclairer les relations franco-allemandes grâce au débat de ce soir. Bienvenue à cette table ronde. Traditionnellement, autour du 22 janvier, date anniversaire de la signature du traité d'amitié franco-allemand de 1963, nous faisons le point sur les relations entre nos deux pays. En cette année de 60e anniversaire du traité d'amitié, le traité de l'Élysée, le thème que nous avons retenu avec Henri Minudier s'intitule « Réconciliation, coopération, amitié ». Je suis heureuse que cette manifestation puisse se tenir dans cette salle, la grande salle Alfred Grosser. Par son histoire personnelle, son action, son engagement pour la relation franco-allemande, Alfred Grosser, président d'honneur de notre maison, incarne mieux que personne les trois termes de notre débat d'aujourd'hui. J'aurais aimé qu'il soit présent avec nous ce soir, mais son âge ne le permet malheureusement pas. Signé il y a 60 ans, le traité de l'Élysée a symbolisé la réconciliation franco-allemande. Au-delà du symbole, il a instauré dans différents secteurs une coopération bilatérale permanente qui a largement contribué à structurer les avancées de la construction européenne. Avec le temps, toutefois, la coopération entre nos deux pays s'est quelque peu peut-être essoufflée. On va en discuter ce soir. Le traité d'Aix-la-Chapelle, signé en janvier 2019, était censé donner un nouvel élan à la coopération franco-allemande, mais cette relance tarde encore à se concrétiser. Comment relancer efficacement la coopération entre la France et l'Allemagne dans un contexte géopolitique et climatique de plus en plus incertain? Comment sensibiliser les nouvelles générations de part et d'autre du Rhin à l'importance des enjeux pour la stabilité en Europe, de la relation entre l'Allemagne et la France, alors que le traité de l'Élysée est inconnu de la part de nos jeunes, allemands ou français, et même des étudiants. Nous évoquerons ces questions avec nos invités présents ici ce soir. Tout d'abord, je suis très heureuse d'accueillir le président de notre fondation, l'ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne, M. Hans-Dieter Lucas, ancien résident de notre maison. Madame Michaela Wiegel est une amie de longue date de notre maison. Elle est, comme vous le savez, correspondante de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Monsieur Christian Lecken est professeur à Sciences Po Paris et professeur invité au Collège d'Europe. D'ailleurs, aussi élève d'Alfred Grosser. Nous avons eu à de nombreuses reprises l'occasion de l'accueillir dans nos murs et nous le remercions de sa fidélité d'aujourd'hui. Monsieur Hervé Guémard, qui avait accepté notre invitation, ne pourra malheureusement pas être là ce soir, retenu chez lui par une grippe intempestive. D'ailleurs, il était prévu aussi que la Fondation Charles de Gaulle soit mentionnée. Je le fais maintenant oralement parce qu'on était co-opérateur, co-organisateur de ce débat. Et je remercie très chaleureusement Henri Minudier, professeur honoraire à l'Université Paris-Sorbonne, d'avoir accepté de diriger le débat de ce soir. Et c'est lui aussi qui a beaucoup travaillé pour que le débat se fasse et ait lieu. Je lui passe la parole. Bien, merci tout d'abord à Christian Deussen d'avoir pris l'initiative de cette manifestation. Alors effectivement, moi-même comme ancien résident de cette maison et membre du conseil d'administration depuis pas mal d'années, je suis très heureux que notre président soit ici. J'ai souvent eu l'occasion, je l'ai dit ici à plusieurs reprises, que la maison Heinrich Heine est certainement
l'institution culturelle en France et en Allemagne qui s'occupe le plus, où on discute le plus souvent et le plus profondément des relations franco-allemandes. Et je suis donc très heureux que Monsieur l'ambassadeur nous apporte son soutien dans ce travail. Je vous suis donc reconnaissant de votre présence et du concours que vous apportez à la maison. Alors, l'absence que vous venez de noter d'Hervé Guémard, effectivement, il est malade et il ne peut pas donc venir. Il m'a prévenu hier, si bien qu'il était difficile au dernier moment de trouver quelqu'un pour pouvoir le remplacer. J'ai été en rapport aujourd'hui avec le directeur de la fondation, mais il était pris ailleurs. Donc, mais j'espère que avec monsieur Hervé Guémard, on l'aura très rapidement pour une autre manifestation. Alors, concernant notre sujet, je ne veux pas faire le discours d'ouverture. Je remarquerai simplement que il est quand même assez inhabituel de fêter ou de commémorer l'anniversaire de la signature d'un traité. Et si on devait faire une telle manifestation pour chaque traité, je crois qu'on prendrait beaucoup de temps. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous savez combien l'Allemagne a signé de traités internationaux bilatéraux et multilatéraux? Non. Avez-vous une idée? Non. Et Christian, qui est spécialiste de politique étrangère? Le nombre de traités français? Oui, que la France aurait signé. Je vais prendre un grand risque, je dirais Oui. des milliers. Oui, des milliers. Donc, vous voyez, c'est extrêmement difficile. Donc, la question qui se pose et à laquelle il faut qu'on puisse un peu répondre aussi ce soir, c'est de savoir pourquoi accorder une telle faveur à ce traité franco-allemand. Bon, sans approfondir beaucoup la question, j'ai deux explications pour commencer. D'une part, parce que ce traité a été signé par deux personnalités historiques un peu hors normes, qui ont beaucoup marqué leur temps, c'est-à-dire le chancelier Adenauer et le général de Gaulle. Et surtout, le traité a une place particulière dans les relations franco-allemandes. On ne peut pas oublier que de 1870 à 1945, nous avons eu 3 affrontements guerriers terribles, la guerre de 1870-71, la première, puis la Deuxième Guerre mondiale. Est venue ensuite une période de quelques années, 1945-1962, ça a été la période de la réconciliation, et le traité franco-allemand marque le début d'une nouvelle étape dans les relations franco-allemandes. C'est l'étape qui a été citée, qui a été évoquée tout à l'heure, c'est-à-dire la coopération, l'amitié et la solidarité. Ce ne sont pas des mots que personnellement j'ai inventés, ce sont les mots clés que l'on trouve dans la déclaration commune signée par De Gaulle et Adenauer, déclaration qui précède le traité lui-même. Donc voilà, si vous voulez, quelques idées pour commencer. Et je vais passer tout de suite la parole à Monsieur l'ambassadeur Lucas. Ici ou là? Comme vous voulez. Non, restez là avec nous. Ok. C'est moins fatigant. Ah, ok. Bon, chère Madame la directrice, chère Christiane Deusen, Monsieur les professeurs, chez Michael Lavigel, tout d'abord, je suis très heureux de pouvoir échanger avec vous un peu aujourd'hui sur les relations franco-allemandes à l'occasion du 60e anniversaire du traité de l'Élysée. Merci encore une fois à Christian Deusen pour avoir organisé, et son équipe pour avoir organisé cette conférence à point nommé. Je dirais, et pour moi, c'est toujours un grand plaisir d'être ici, n'est-ce pas, comme ancien résident. Et en entrant, donc, j'ai jeté un coup d'œil sur la bibliothèque et là, j'ai passé des heures très agréables, n'est-ce pas, comme étudiant. Bon, le traité de l'Élysée incarne, comme vous l'a dit, cher Henri Ménudier, la réconciliation, l'amitié et la paix entre nos deux peuples et sa portée symbolique pour nos deux pays, mais également pour l'Europe et son président. Mais au-delà donc, de la dimension bilatérale, le traité de l'Élysée a également toujours porté l'idée d'une Europe unie dans la paix. Et je pense que l'attaque russe contre l'Ukraine nous a apporté la preuve tragique que le projet de paix européen est encore loin d'être achevé.
Il est donc plus que jamais essentiel que la France et l'Allemagne travaillent étroitement ensemble. Depuis plusieurs dizaines d'années maintenant, nos deux pays sont liés par une histoire hors du commun, placée sous le signe de la réconciliation, de la coopération. Donc on parlait des ennemis héréditaires, n'est-ce pas, d'autres fois qui sont devenus des amis proches au service de l'Europe. Et face à la guerre et à la destruction, donc cette histoire, ainsi que nos valeurs, notre paix, notre amitié, n'ont que plus de poids encore. Et ensemble, la France et l'Allemagne sont maintenant depuis des décennies à la fois le cœur et le moteur du projet européen, même si cette entente franco-allemande peut parfois être perçue par nos partenaires européens comme une espèce de domination, n'est-ce pas? Mais en même temps, nos partenaires comptent sur nous pour soutenir l'Europe et assurer sa cohésion, notamment dans un temps de crise comme aujourd'hui. Il y a près de 3 ans, pendant la crise du Covid, c'était la France et l'Allemagne qui ont fait la proposition pour un plan de relance de 750 milliards d'euros pour soutenir, n'est-ce pas, les ménages, les industries européennes. C'était un moment très important dans l'histoire des relations franco-allemandes, mais aussi dans l'histoire de l'intégration européenne. Parfois avec des discussions compliquées, particulièrement en Allemagne, sur la mutualisation de la dette. Mais depuis, nous ne sommes pas croisés les bras. Tout d'abord, je soulignerai donc l'entente franco-allemande en ce qui concerne notre positionnement sur la guerre en Ukraine, mais aussi, plus généralement, nos vues me semblent converger sur bien d'autres points importants également. Tout d'abord, la nécessité de renforcer la souveraineté de l'Europe. C'est une idée tout d'abord proposée par le président Macron dans son discours à la Sorbonne. Ça, c'est devenu un objectif majeur de la politique européenne de l'Allemagne. Dans ce contexte, l'Allemagne soutient plus que jamais aussi donc l'idée d'une politique industrielle européenne dans des secteurs clés comme l'hydrogène, les batteries, la microélectronique, visant à renforcer aussi la souveraineté technologique de l'Europe. Et finalement, l'Allemagne a à cœur d'atteindre l'objectif d'une Europe de la défense. Et dans ce cadre-là, donc les grands projets de défense franco-allemands, comme le SCAF, comme le MGS, comme l'Eurodrone, jouent un rôle très important. Et c'est la raison pour laquelle il était très important qu'on a trouvé récemment un accord sur la prochaine étape du SCAF. Généralement, je suis convaincu que la Zeitenwende, donc le changement tournant dans la politique allemande, au lendemain du 24 février, exprimé dans ce fameux discours du chancelier le 27 février, que cette Zeitenwende, ce changement d'époque, constitue une bonne base pour poursuivre le rapprochement stratégique de nos deux pays. Peut-être on pourrait discuter ça plus tard dans notre débat. Donc, le moteur franco-allemand n'est pas à l'arrêt. Mais faut pas oublier, avec la guerre en Ukraine, l'agression de la Russie contre l'Ukraine, le contexte dans lequel l'Europe agit en effet fondamentalement changé. Nous nous trouvons actuellement dans une situation totalement inédite, c'est-à-dire caractérisée par la coexistence de plusieurs graves crises. C'est la guerre, c'est l'inflation, c'est la crise énergétique, c'est la crise climatique, c'est finalement aussi la crise alimentaire qui touche de nombreux pays dans notre voisinage. Encore, donc, le conflit a aussi des répercussions directes sur les populations et les entreprises de l'Union européenne, et je pense que la politique sociale et économique intérieure est assez compliqué.
Et dans ce contexte, la détermination sans équivoque de la France et l'Allemagne à travailler étroitement ensemble est absolument cruciale. Et la question qui se pose également, le couple franco-allemand et l'Europe parviendront-ils à trouver des réponses communes et innovantes à tous ces défis? Moi, j'en suis convaincu, car assumer notre responsabilité vis-à-vis de l'Europe signifie défendre nos démocraties ouvertes et libres, particulièrement dans un contexte qui est marqué par une rivalité géopolitique et même systémique croissante. Et je suis certain que le Conseil des ministres franco-allemand, qui aura lieu dimanche prochain, après la célébration du 60e anniversaire du traité de l'Élysée par le membre, que ce Conseil des ministres franco-allemand enverra un signal très fort d'unité franco-allemande. Un dernier point, car je ne veux pas être trop long, l'avenir de l'amitié franco-allemande dépendra de notre volonté sans faille d'approfondir encore notre compréhension mutuelle. Agir ensemble est plus facile à dire qu'à faire. Et les différences de culture, de tradition, de mentalité ont toujours caractérisé le couple franco-allemand, mais ces divergences font aussi notre complémentarité qui est aussi fructueuse et au service de l'Europe. Toutefois, il arrive que les disparités structurelles entre nos institutions, nos économies, aussi nos architectures énergétiques, n'est-ce pas, nous conduisent à adopter des positions divergentes sur certains points, et le nucléaire est seulement un exemple. Je sais que l'annulation du Conseil des ministres franco-allemand en octobre dernier a fait couler beaucoup d'encre sur l'état du couple franco-allemand. Certains y vont le signe que l'Allemagne était en train de se tourner davantage vers l'Est, ou encore renoncer à l'objectif d'une Europe de la défense. Ces thèses m'apparaissent infondées. Mais il est vrai, en revanche, que face à ces crises diverses auxquelles nous faisons face, le couple franco-allemand est soumis à une énorme pression pour s'adapter à la nouvelle donne. Cela étant, le caractère unique du partenariat franco-allemand en Europe, sa base contractuelle, le traité de l'Élysée, le traité d'Aix-la-Chapelle, ainsi que la conscience que chaque avancée en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale a toujours reposé finalement sur un consensus franco-allemand, tout cela est profondément ancré dans la conscience collective des Français et des Allemands. Et ça a été, côté allemand, confirmé par un sondage récemment dans le Deutschland Trend, le plus important baromètre d'opinion en Allemagne. Peut-être les Allemands considèrent en effet que 84% des Allemands, en effet, considèrent que la France est le partenaire le plus fiable, le plus important de l'Allemagne. Ça ne veut pas dire que nous sommes toujours du même avis, mais ce qui compte, à mon avis, ce sont nos efforts conjoints pour rechercher dans tous les domaines des perspectives communes afin de relever les défis de notre temps. Mais pour cela, il est essentiel de comprendre les positions de l'autre, et pour cela, je pense que les contacts entre le gouvernement et les capitales, ça ne suffit pas. Donc, il nous faut aussi renforcer donc, les contacts entre des sociétés civiles, et c'est la raison pour laquelle donc, ces nouveaux formats qui ont été créés par le traité d'Aix-la-Chapelle, l'Assemblée parlementaire franco-allemande, le Communauté pour la coopération transfrontalière, le Fonds citoyen, tout ça est très important, n'est-ce pas, pour mobiliser aussi donc, la coopération entre les sociétés civiles. Et dans ce contexte, donc, il ne faut jamais aussi oublier donc, le jumelage ou le travail important de l'OFAGE. Pour mieux nous comprendre, nous devons aussi, et à mon avis, c'est un point très important, nous devons aussi parler la langue de l'autre. Et je suis très franc ici, je suis inquiet de savoir que l'allemand n'arrive que péniblement en 3e place parmi les langues étrangères apprises en France.
Mesdames et messieurs, 60 ans se sont écoulés depuis la journée historique au cours de laquelle le général de Gaulle et le chancelier Adenauer, deux grands et courageux hommes d'État, ont signé les traités de l'Élysée. Depuis, nous avons accompli beaucoup de choses dans le cadre de notre relation bilatérale, mais aussi pour l'Europe. Et je pense que nous pouvons en être très fiers. Et ça, c'est ce que nous rappellerons lors de la célébration du 60e anniversaire de ce traité dimanche prochain. Tout d'abord, dans le cadre d'une célébration organisée par l'Assemblée nationale avec les députés, une grande délégation du Bundestag allemand à la Sorbonne, suivie par un conseil de ministres franco-allemand qui réunit donc les deux gouvernements. C'est présidé par le chancelier Scholz et le président Macron. Donc, ce seront des célébrations importantes, mais peut-être mon dernier point est que ce 60e anniversaire ne constitue pas une raison de nous reposer sur nos lauriers, n'est-ce pas? Au contraire, 60 ans après le traité de l'Élysée, donc les Français et les Allemands, ils devraient encore et toujours être prêts à aller les uns vers les autres, à nous écouter et agir ensemble. Et ça, c'est mérite. C'est un travail de tous les jours et ça reste, je pense, notre responsabilité en franco-allemand, mais aussi au service de l'Europe. Merci beaucoup. Merci, Monsieur l'ambassadeur, d'avoir fait ce tour d'horizon. Vous avez rapidement évoqué l'évolution de 1963 jusqu'au traité d'Aix-la-Chapelle et jusqu'aux problèmes actuels. Vous avez réaffirmé votre conviction que cette coopération franco-allemande est solide. Certes, elle connaît des difficultés parce que nous sommes confrontés à de très nombreux défis. Mais comme vous l'avez dit, il faut espérer que les manifestations de dimanche pourront relancer comme il faut cette coopération. Bien sûr, il faut aussi espérer qu'on n'en restera pas seulement à de beaux discours, mais que s'il y a des décisions qui sont annoncées, celles-ci seront véritablement appliquées. Alors j'aimerais passer la parole à Christian Lequesne, professeur à Sciences Po, qui s'occupe beaucoup de questions franco-allemandes, européennes et internationales, et lui demander si, comme l'a dit Monsieur l'ambassadeur, est-il vrai que le couple franco-allemand joue un rôle moteur dans la construction européenne? Merci beaucoup Henri, merci à Christian Deussen pour son invitation. Oui, bien sûr, je pense qu'on peut répondre par l'affirmative que le couple franco-allemand, historiquement, a joué un rôle important dans la construction européenne. Je voudrais rappeler d'ailleurs que ça n'était pas gagné d'avance parce que le traité de l'Élysée, vous vous rappelez, est un traité qui est un peu morné. On a signé le traité entre Adenauer et De Gaulle, et puis il y a eu immédiatement le fameux préambule du Bundestag qui rappelait la coopération transatlantique. Et donc, travailler ensemble au bien de l'Europe, bien sûr, c'était un objectif du traité, mais il a fallu construire ça par la pratique. Et je crois qu'on a vécu des périodes dans le franco-allemand qui sont liées dans le fond aussi au système international et ce qu'a été l'Europe. C'était pas du tout la même chose de jouer un rôle moteur quand on était dans une Europe à 12 ou à 15 et d'essayer de faire la même chose dans une Europe à 27. Je trouve que c'est une chose qu'on oublie un peu facilement, d'autant plus que l'Europe à 27, ça a été l'élargissement aux pays d'Europe centrale et orientale, des pays qui ont connu justement des dominations de type impérial et qui sont toujours très sensibles à la question de la domination, c'est-à-dire à la question du directoire des grands, qui très souvent, il est vrai, s'est traduit pour eux par une histoire tragique. Donc, je pense qu'il faut que nous ayons conscience que
jouer un rôle dans la coopération européenne quand on est la France et l'Allemagne, ce n'est plus la même chose aujourd'hui que ça l'était dans les années 80, avant la fin de la guerre froide, au moment où existait encore la République de Bonn. Deuxièmement, c'est une autre chose aussi. Les opinions publiques sur l'Europe ont changé quand même depuis le traité de Maastricht, grosso modo. On a quand même une politisation du débat qui rend les choses beaucoup plus conflictuelles dans les deux pays, et que ce soit la France ou que ce soit l'Allemagne, on est obligé de tenir compte, bien sûr, de ces mouvements d'opinion publique. Moi, quand j'étais étudiant, j'apprenais que, et c'était le cas à l'époque, en Allemagne, il y avait un consensus des partis politiques sur l'Europe. Il y avait 2 partis politiques, on m'apprenait dans les années 80, ça s'appelait le SPD et le CDU, et ils étaient d'accord sur le fait que la construction européenne était une perspective, disons, qu'il fallait soutenir. Alors, il se trouve que ces 2 partis existent toujours, et je crois qu'ils restent assez convaincus du bien fondé de l'Europe, sauf que le paysage politique allemand aussi a complètement changé. Aujourd'hui, on a aussi, bien sûr, on a les Verts qui ont émergé à partir des années 80, mais on a aussi l'AfD, on a un paysage beaucoup plus contrasté. Et tout ça, bien sûr, pèse comme une contrainte aussi sur les responsables politiques. Alors, un mot sur ce qui se passe actuellement en Ukraine. C'est vrai que là, c'est pas seulement la France et l'Allemagne, l'ensemble des Européens ont été quand même amenés à faire des décisions assez remarquables. Je pense notamment aux 9 paquets de sanctions, et puis à l'aide financière et aussi à l'aide militaire de l'Europe. Mais il n'empêche quand même que lorsque vous regardez l'aide militaire, vous vous dites heureusement qu'il y a les États-Unis d'Amérique aussi, pour les Ukrainiens. Que se serait-il passé si il n'y avait pas eu les États-Unis? Comment les Français et les Allemands se seraient-ils comportés à l'égard de monsieur Poutine? C'est une question, je trouve, qu'on doit se poser. Qui est une question légitime. Et j'espère que la leçon que nous allons pouvoir tirer de cette guerre, c'est aussi que nous avons peut-être été, aussi bien du côté français que du côté allemand, parfois un peu naïfs pour des raisons différentes à l'égard de monsieur Poutine. En France, parce que nous avons cette espèce de respect sacro-saint pour la puissance nucléaire russe et membre du Conseil de sécurité qui nous ramène à notre propre statut. En Allemagne, parce qu'on a été assez naïf sur la question énergétique, il faut dire les choses franchement, et sur le fait qu'on pouvait comme ça gérer éternellement les approvisionnements de gaz russe. On a vu que le risque du chantage est arrivé assez vite. Et donc j'espère que de ce côté-là, on va tirer des leçons, et qu'on va tirer des leçons aussi pour nous renforcer sur le plan de notre défense commune. Mais je crois que, plus j'y pense et plus je me dis que finalement c'est le dispositif occidental qui est important, beaucoup plus peut-être que l'autonomie stratégique de l'Europe. Et ça c'est un point pour la France d'ailleurs, c'est à la France de réfléchir à ça, parce que c'est la France qui a toujours un petit problème avec la solidarité transatlantique liée à son histoire. Mais je pense que face à ce défi qu'est l'Ukraine et face à d'autres défis qui vont se poser demain, notamment dans la zone Indo-Pacifique, commencer par Taïwan, je pense qu'il est très très important que les Occidentaux, c'est-à-dire aussi bien les Américains que les Européens, soient unis. Mais ceci nécessite bien sûr de réfléchir aussi à une parité au sein de l'Alliance Atlantique entre les deux piliers. La chose quand même qui me paraît importante, vous avez parlé de la baisse des langues, bien sûr.
C'est vrai, et Monsieur l'ambassadeur citait les chiffres français. On pourrait dire la même chose des chiffres allemands, hein, sur la baisse de l'apprentissage du français, à l'exception de nos amis sarrois qui ont des dispositifs d'action affirmative. La fameuse Frankreich-Stratégie qu'avait lancée Madame Kramp-Karrenbauer. Mais nos sociétés sont quand même dans la confiance, et ça c'est quand même un point essentiel. Le chiffre de 84%, c'est quand même pour moi la chose la plus importante, c'est-à-dire en gros les Monsieur Tout le Monde en Allemagne, Madame Tout le Monde en Allemagne, Monsieur Tout le Monde et Madame Tout le Monde en France ont quand même une confiance en l'autre, et compte tenu de nos histoires, c'était pas du tout évident, et on voit que c'est très très rapidement. On a les études d'opinion de Georges Tötzel au moment de la signature de la Communauté européenne de défense en 52. On a encore un sentiment anti-allemand en France très fort. 10 ans après, il est encore présent. Dans les années 70, il a disparu très largement, très largement. Et ça, c'est assez remarquable. Et pour moi, c'est cet acquis-là qui est important, parce que l'intégration européenne, elle passe aussi par la confiance des sociétés, finalement. La confiance par le bas. Voilà. Et cette chose-là, pour moi, c'est un acquis inestimable de la relation franco-allemande. Merci Christian. Tout à l'heure, on reviendra peut-être sur ce problème de la langue, mais moi je trouve, contrairement à ce que tu dis, que c'est quand même un problème très sérieux. Oui, il se trouve que... J'ai pas dit que c'était pas sérieux. Oui. Il se trouve que vendredi dernier, j'étais à Limoges, j'ai participé à un débat, il y avait pas mal d'enseignants, et ils ont dressé un tableau vraiment extrêmement inquiétant, et on voit que la situation de l'Allemagne est en train de se dégrader très rapidement, étant donné que très rapidement les cours vont disparaître dans un certain nombre d'établissements. On est complètement bousculé par l'espagnol, alors qu'il faudrait toujours expliquer aux parents que pour des raisons, je dirais, professionnelles, l'allemand a quand même présente un certain avantage. Et moi, une des choses que j'espère, c'est que justement cette manifestation du 60e anniversaire va permettre de tirer un peu la sonnette. Bon, c'est bien beau de dire on s'entend tous, c'est l'amitié, etc. Il faut voir qu'il y a là un très grave problème pour les années à venir. Oui. Vous voulez en parler maintenant qu'on en parle? Oui. Non, c'est bon, une remarque. Oui, je vous en prie, monsieur l'ambassadeur. Oui, sur le problème donc de l'apprentissage de la langue du voisin. Donc, ce problème, ça existe en France et en Allemagne, tandis qu'il faut dire, donc, en Allemagne, donc, le français est très clairement encore deuxième langue. Tandis que l'allemand en France, c'est le troisième langue. Mais donc on a la même tendance en Allemagne, et ce problème a été reconnu par les gouvernements. C'est la raison pour laquelle donc, les deux côtés ont développé maintenant, élaboré une stratégie deux stratégies pour soutenir l'apprentissage de la langue du voisin. Et j'espère que ces stratégies auront un certain effet, n'est-ce pas, sur les chiffres. Qui est la correspondante donc de la FA7 à Paris. Je suis un lecteur quotidien de son journal, et je dois dire qu'elle a une présentation extrêmement intéressante des problèmes français, et j'ai beaucoup apprécié les 2 pages que vous avez publiées, je crois, pendant les vacances de Noël, concernant Notre-Dame. Vous avez donné un tableau extraordinaire des travaux qui sont engagés pour sauver Notre-Dame. Alors la question que je pose, quel est le rôle de la presse finalement dans les relations franco-allemandes? Moi, j'avais commencé un peu ma carrière de chercheur quand j'étais encore aux séries, en analysant les programmes de la télévision française. À une époque où il n'y avait que 3 chaînes, c'était la première, la deuxième et la troisième. Bon, c'était relativement simple de travailler sur ces programmes, et j'étais arrivé à l'époque au résultat selon lequel, en gros, les 3/4 des émissions
porté sur l'histoire allemande. Et cette histoire allemande, c'est surtout Hitler et le Troisième Reich. Le dernier cas se partageait en gros entre la musique. C'est facile, bien sûr, de garnir les programmes avec de la musique, tout le monde peut le comprendre, et un peu l'actualité. Et la question que j'avais posée, c'était de dire, eh bien, nous coopérons avec la République fédérale d'Allemagne, c'est notre principal partenaire, mais pourquoi est-ce qu'on informe aussi peu? Et la question que je vous pose, c'est de savoir, est-ce que vous avez l'impression que les choses ont changé? Ce qui m'avait frappé à l'époque, j'avais étudié ça de près, le nombre des correspondants. Il y avait de nombreux correspondants allemands à Paris, beaucoup moins du côté français. J'ai pas fait le rapprochement avec la situation actuelle, mais j'ai l'impression que c'est pas extrêmement favorable du côté français concernant les correspondants que nous avons outre-Rhin. Alors, quel est le rôle de la presse? Alors tout d'abord, je ne peux pas parler de la presse sans avoir une pensée à Alfred Grosser qui s'est revenu avec plein d'articles découpés. Et en guise de remerciement, j'ai cette pensée pour Alfred Grosser. Et Alfred Grosser aurait aussi dit « Attention, ne sacralisez pas le traité de l'Élysée ». Parce qu'il rappelait à chaque fois que la réconciliation franco-allemande a commencé avant, et notamment par un article, et là on est au niveau de la presse, d'un cher ami, Joseph Rovan, qui avait écrit « L'Allemagne de nos mérites » et qui reste un article fondateur du processus de réconciliation. Et je suis assez d'accord avec ce que Christian vient de dire, que ce traité de l'Élysée, alors tout d'abord, il faut jamais oublier la France qui a enfin décidé de laisser l'Algérie devenir indépendant et qui une je pousse un peu loin, mais c'est pas très loin, je crois, l'idée d'avoir en quelque sorte une prolongation de sa puissance ailleurs et notamment avec l'Allemagne en Europe. Et donc, ce traité qui tout de suite, par le préambule, en quelque sorte invalidé à la grande fureur du général de Gaulle d'ailleurs, puisque le Bundestag ne trouve rien de plus pertinent que de jurer sa fidélité à la Grande-Bretagne et aux États-Unis pour surtout pas se retrouver dans un duo à deux avec la France. Alors, je pense à cette époque, comme aujourd'hui, le rôle de la presse, c'était, et c'est ma liberté que je chéris à côté de Monsieur l'ambassadeur, de justement dire clairement quand ça ne va pas, quand il y a des choses qui devraient être dites plus ouvertement. Et j'ai envie d'être, je sais pas pourquoi, j'ai envie d'être un peu provocatrice ce soir et de dire, en quelque sorte, on peut dire que Olaf Scholz, il se comporte un petit peu comme l'homme du préambule, souvent, ce dernier temps, et que ça n'aide certainement pas à une bonne entente entre au niveau du gouvernement. Ceci dit, je nuancerai tout de suite, et d'ailleurs, je crois que le président Macron l'a bien vu. Il a fait quelque chose qu'aucun président auparavant ne le faisait. Il reçoit maintenant des ministres. Pourquoi il reçoit des ministres à l'Élysée ? Puisqu'il faut parler avec le ministre de l'économie, il faut parler avec la ministre des Affaires étrangères, il faut parler avec le ministre des Finances pour faire marcher ce que monsieur l'ambassadeur a si bien appelé le moteur franco-allemand. Alors moi, même si c'est pas le rôle des femmes d'habitude, je mets mes mains dans ce moteur pour les salir un peu et de regarder comment il fonctionne. Alors, on a effectivement aussi côté français un système présidentiel qui pousse vers des solos, vers parfois une exigence de décider en solitaire, mais aussi par des caractères qui se prêtent plus ou moins à prendre des décisions et par exemple, quand on s'impatiente d'annoncer l'envoi des chars légers sans attendre le chancelier allemand. Ce qui fait quand même à quelques jours de cette célébration du traité
comment dire, ça montre à quel point on n'arrive plus même à faire des annonces ensemble, alors que le lendemain, l'Allemagne décide finalement de faire la même chose. Donc, je crois, on a beau faire des conseils de défense et de sécurité, comme on va le faire, avec probablement un nouveau ministre de la Défense allemand, on l'espère. Mais en tous les cas, on a beau faire et là je suis plus sérieuse, quand on ne donne pas la transparence, il est très, très difficile de faire croire au public que les choses vont si bien. Et je pense, et là, je donne encore une fois raison à Christian, ça doit être notre admiration pour Alfred Grosser qui nous pousse ensemble. Je pense, en revanche, ce qui s'est développé dans ces 60 dernières années, c'est vraiment un réseau j'aime pas beaucoup ce terme de société civile, mais des citoyens, des gens comme vous et moi, qui ont créé plein de choses qui font que même quand les gouvernements, c'est difficile, il y a un échange, il y a une compréhension, il y a une volonté aussi de comprendre les différences de l'autre. Je voulais dire un mot sur, parce que j'ai dit quelque chose de pas très gentil sur le chancelier, je voulais quand même dire un mot sur ce chancelier parce qu'on m'a beaucoup expliqué que c'était parce qu'il venait de Hambourg et que il était dans une tradition plus asiatique, donc plus tournée vers les États-Unis. Et je me suis replongée, non pas dans la lecture de Kohl ou de Adenauer, mais de Helmut Schmidt. Et Helmut Schmidt a écrit des choses extraordinaires sur la relation entre la France et l'Allemagne. Et j'espère vraiment que Olaf Scholz va lire ces livres. Alors, je vous ai préparé juste très rapidement, je ne veux pas être trop long, et je le traduis rapidement. Il rappelle dans son livre Außerdienst, hors service, donc il a écrit longtemps après avoir été chancelier, il écrit que c'était la France, la première de tous les voisins allemands de l'Allemagne, qui a demandé pour la première fois une coopération pour l'Europe et la réconciliation. Et que cela, il faut jamais l'oublier. Et quand il a écrit ce livre, donc c'était après la réunification, il écrit aussi, et il va de soi qu'on doit toujours laisser il utilise le mot Weltbühne, sur la scène du monde, on doit laisser la première place à la France. Et il explique très longuement que son propre grand-père lui avait appris il lui a raconté que les Français étaient méchants, et que lui, il dit, ce qui a le plus regretté, son plus grand regret, c'était de n'avoir pas pu apprendre la langue française, et que s'il conseille quelque chose aux jeunes, à la jeune génération des politiques, c'est d'apprendre le français, parce qu'en anglais, il dit, il est resté ami de Valéry Giscard d'Estaing toute sa vie, il dit, il nous manquait toujours quelque chose de ne pas pouvoir s'exprimer parfaitement dans la langue de l'autre. Et même si on se parlait en anglais, il nous manquait quelque chose. Et je trouvais ça extraordinaire de retrouver donc, dans un chancelier, dans les écrits d'un ancien chancelier social-démocrate qui venait du Nord, des mots aussi forts sur la relation franco-allemande. Et je vais terminer là, mais on aura certainement plein de sujets à discuter encore. Peut-être quand même un mot sur quel regard portez-vous sur la presse française à l'égard de l'Allemagne?
trouvez-vous, comment est-ce qu'elle fait son travail à votre avis? Alors moi, je sais qu'à un moment donné, on se moquait des Français qui parlaient même pas allemand et qui venaient à Berlin et qui devaient faire des reportages. Je trouve ça c'est quand même beaucoup démocratisé. Il y a des correspondants d'excellente qualité à Berlin. Bon, spontanément, c'est plutôt des correspondants de la presse écrite, mais je trouve globalement la France n'a pas à rougir de la qualité de sa couverture. Il y a eu aussi pour la télévision française des tentatives à améliorer la couverture des événements européens, enfin de la politique européenne. Donc moi, je jetterai pas un regard si négatif. Je pense que dans les deux pays, la presse a beaucoup changé, c'est-à-dire on est soumis à la pression de l'Internet, à la multiplication d'acteurs, à la digitalisation. Donc, il y a plein de phénomènes. Mais je ne dirais pas que la connaissance des journalistes français de l'Allemagne ne soit pas bonne. Je crois qu'elle a plutôt augmenté. Et grâce à tous ces programmes de traduction, ils ont réussi à vraiment avoir une bonne couverture, je dirais. Monsieur l'ambassadeur, qu'est-ce que vous pensez du travail de la presse française à l'égard de l'Allemagne? Je suis tout à fait d'accord avec ce qu'a dit Michael Hilleweger là-dessus. Je suis positivement surpris, je dirais, par la qualité des articles qui sont publiés, particulièrement dans la presse écrite. Ça, je trouve tout à fait... Par exemple, pendant les élections législatives en Allemagne, donc, il y avait beaucoup d'articles très informés sur la politique intérieure allemande, sur le système électoral. Donc, c'est moins le cas pour les médias électroniques, c'est-à-dire donc, dans les journaux de 20 heures. Donc, il y a très peu pratiquement rien, n'est-ce pas, sur l'Allemagne. Si vous regardez Heute ou Tagesschau, donc c'est un peu différent, n'est-ce pas? Très différent. Mais en ce qui concerne la presse écrite, donc, je suis tout à fait d'accord avec Michael Hilleweger. En ce qui concerne la presse audiovisuelle, on doit quand même dire qu'on a un média franco-allemand de grande qualité. Enfin, voilà. Si on prend la production des documentaires, pour moi, actuellement, la chaîne la meilleure, diffusée par la voie hertzienne en France. En Allemagne, c'est différent parce qu'on l'a plutôt par le câble. C'est quand même Arte. Voilà. Donc je sais que ce n'est pas une gouvernance facile, mais la production quand même à la fois des fictions et des documentaires est tout à fait remarquable. Bon, oui. Oui, je voulais dire un petit mot sur la presse et sur la façon comment on couvre la relation franco-allemande. Je crois, pour avoir couvert, par exemple, le sommet de Nice, où il y a eu vraiment une grosse dispute entre la France et l'Allemagne, je crois qu'on a un peu perdu au niveau politique le franc-parler, c'est-à-dire beaucoup de divergences ne sont plus ouvertement avancées et on passe beaucoup plus par des insinuations, et on laisse à la presse de décrypter cela tout en se protégeant en disant mais on n'a jamais dit ça ou c'était off c'est pas pour être nostalgique du passé, mais je pense qu'il y avait plus de capacité quand on se rappelle de Schröder au sommet sur les questions agricoles, la façon comment ouvertement il a critiqué la France, c'est pas ce que je souhaite ça aujourd'hui, mais je trouve quand il y a des divergences, parfois il vaut probablement mieux les dire. Et
j'ai presque, mais ça, il faudrait que je vérifie ma petite théorie, j'ai presque envie de dire, on a toujours fêté avec beaucoup de ferveur ce traité de l'Élysée quand ça allait déjà pas très, très bien, parfois pour le bien. Par exemple, en 2003, Schröder avait fait venir pour la première fois tous les ministres à Versailles et c'était un petit peu pour se faire pardonner justement Nice et tout ce qui précédait. Et après, on a eu une véritable harmonie de vue, même si ça partait encore une fois d'autres motifs. Mais tous les deux étaient d'accord pour dire non aux Américains sur l'invasion en Irak. Et 2013, je me souviens pas qu'il y a eu la même faveur parce que là, les choses allaient assez bien, je crois. Et cette année, oui, on va avoir à nouveau un grand événement. Donc, mais bon, à vérifier. Hein, je suis pas revenue plus en arrière. Monsieur l'ambassadeur, il y a quand même une critique en matière de presse. Est-ce que vous la partagez? Comment est-ce que vous voyez les choses? Est-ce que vous cachez des choses ou... C'est pas ce que j'ai dit, hein? Oui. Vous voyez comment c'est difficile d'interpréter. Non, je vois dans ce que Michel Elavig a dit un certain penchant vers le drame, n'est-ce pas? C'est le travail des diplomates d'éviter les drames. C'est notre travail. Et je pense que la situation de Schröder, à Nice, c'était vraiment en point bas des relations franco-allemandes. C'était une catastrophe. N'est-ce pas? Vous pouvez rappeler dans quelle année c'était Nice, parce que tout le monde n'est pas au courant forcément. 2000. C'était 2000, c'était un conseil européen sur les questions agricoles où vraiment Schröder et Chirac s'engueulaient. C'était... Oui. C'est vraiment ça. C'était pas que Schröder. Oui, mais c'était Chirac pas. aussi. Ouais, Chirac aussi. Donc c'était mutuel, encore pire. Non, donc en ce qui concerne, donc je sais pas, donc je seulement parler pour le gouvernement. Donc je pense qu'on ne cache rien. Donc s'il y a des divergences, on les explique, mais on essaie de ne pas les dramatiser. Et ça, je pense que c'est tout à fait légitime. Je voudrais faire deux remarques. Tout d'abord sur ce test d'Alfred Grosser, pour lequel, comme je suis aussi un élève d'Alfred Grosser, donc par définition, j'ai beaucoup d'appréciation pour lui. En ce qui concerne la sacralisation du traité de l'Élysée, c'est vrai, mais de l'autre côté, il ne faut jamais sacraliser un traité, mais de l'autre côté, donc le traité de l'Élysée, c'était toujours un point de référence dans les discussions. C'est un symbole. Et je pense que la politique a besoin des symboles, aussi des points de référence. Et c'est la raison pour laquelle je pense que c'est une bonne idée, n'est-ce pas, de fêter l'anniversaire de ce traité qui est considéré par tout le monde, finalement, comme historique. 18 ans après la Deuxième Guerre mondiale, c'était pas évident de signer un tel traité, même s'il y avait des problèmes après. Ça, sur le traité de l'Élysée. Et deuxièmement, sur ce qui a été dit par Michel Elavig, donc, je pense qu'en ce qui concerne les relations franco-allemandes, je voudrais citer ce que Mark Twain a dit sur la musique de Wagner. Je le cite en anglais. It's actually better than it sounds. Et peut-être c'est aussi un peu vrai pour les relations franco-allemandes. Donc, on a eu dans les derniers mois donc des débats très difficiles, n'est-ce pas? Sur la défense, sur la politique énergétique, mais de l'autre côté, il ne faut pas sous-estimer qu'il y avait un terrain d'entente assez grand entre la France et l'Allemagne. Donc, encore une fois, la guerre, donc c'est la raison la plus importante maintenant. Sur cette question, il n'y a aucune divergence franco-allemande. Puis il y a donc la politique européenne. Le chancelier a tenu un discours très important à Prague, août dernier, qui était considéré par quelques observateurs comme une réponse au discours de la Sorbonne d'Emmanuel Macron, où il s'est prononcé pour une Europe géopolitique. C'est la première fois qu'un chancelier allemand a parlé de la nécessité d'une Europe géopolitique. Car donc, la notion de la géopolitique en Allemagne, c'était toujours une notion très difficile.
Mais c'est vraiment, je vois là aussi un rapprochement conceptuel, comme aussi la nécessité vraiment de créer une Europe qui est plus indépendante sur le plan défense et aussi technologique. Et dans ce cas-là, il se prononçait comme le président Macron pour une réforme institutionnelle de l'Union européenne, c'est-à-dire la généralisation du principe de la vote majoritaire dans les institutions européennes, très important pour rendre l'Europe plus capable d'agir. Donc, c'est ce que je voulais dire, et c'est donc il y a des points très importants de convergence dans les relations hollandaises qu'il ne faut pas sous-estimer. Ça ne veut pas dire donc qu'on a eu des discussions compliquées sur la défense, mais aussi là, avec une avancée importante, je l'ai mentionné, donc l'accord sur le SCAF. Reste encore les problèmes énergétiques, mais là également, la première ministre, Madame Borne, et le chancelier ont signé en novembre dernier une déclaration commune sur la solidarité énergétique entre la France et l'Allemagne, c'est-à-dire la France livre du gaz à l'Allemagne, l'Allemagne livre de l'électricité en France. Et on respecte donc les architectures énergétiques qui sont très différentes. Donc, tout ça, c'est pas facile, mais ce que j'ai dit, c'est un travail de tous les jours. C'est pas évident, mais on avance. Et c'est ce qui compte, enfin. Donc, c'est vraiment cette conviction, cette ambition d'avancer, même si les points de départ sont très différents. Et ça, à mon avis, c'est un peu la beauté du travail franco-allemand, des relations franco-allemandes. Monsieur l'ambassadeur, vous avez parlé du discours de Prague, le fameux discours, mais si j'ai bien compris, ce qui a posé problème au niveau franco-allemand, c'est que le chancelier n'a pas du tout évoqué la France dans ce tour d'horizon de la nouvelle politique géopolitique de l'Allemagne. C'est ce qui a été souligné par les journaux et aussi par les milieux gouvernementaux. Et comment vous expliquez cette absence de la référence à la France ? Est-ce que c'est devenu pour l'Allemagne, disons, une quantité négligeable ? Pourquoi ? Je ne sais pas. Moi, j'ai aussi été surpris. Surpris. Un discours de cette importance où on redéfinit un peu la position internationale de l'Allemagne, son rôle sur le plan européen. Bon, si la coopération franco-allemande a une telle importance aux yeux de Berlin, pourquoi ne pas la mentionner dans un tel discours ? Bon, c'était un discours donc, qui visait donc, les points importants de la politique européenne, c'est-à-dire les réformes institutionnelles. Sur ce plan-là, donc, il a tenu donc, le même discours que le président Macron. C'était la défense, c'était la politique migratoire, c'était la politique sur le plan économique et technologique. Donc, c'était plutôt un discours conceptuel, n'est-ce pas ? Et il n'a aussi pas mentionné l'Italie dans ce discours-là, n'est-ce pas ? Donc, il était donc réticent de mentionner d'autres pays. Donc, c'était vraiment un discours qui se focalisait, n'est-ce pas, sur les points clés de la politique européenne. Au-delà de cela, donc, il a maintes fois aussi dans les déclarations publiques, souligner la centralité des relations franco-allemandes. Christian Lequin ? Non, je pense qu'il y avait une allusion quand même indirecte à la France à travers le soutien à la nouvelle communauté politique européenne. Et c'était avant la première réunion de Prague qui a eu lieu ensuite au mois d'octobre. Mais il y avait aussi, moi j'ai lu ce discours avec aussi pas mal de différences avec la France, notamment sur la question de la grande Europe, c'est-à-dire de cette Europe qu'il va falloir un jour quand même consolider institutionnellement. Le chancelier parle de la possibilité, dans le discours à l'université Charles de Prague, d'une Europe à 30, voire 36 États, c'est-à-dire que clairement il valide
la perspective de l'élargissement de l'Union européenne, je vous mets au défi de trouver une déclaration de M. Macron semblable. Il n'y en a pas. Voilà. Et lorsque M. Macron parle de la communauté politique européenne, il fait en sorte de toujours contourner la question de l'élargissement. Donc ça va être un sujet pour l'avenir, parce qu'il va falloir, bien sûr, qu'on prépare aussi institutionnellement la consolidation de l'Union européenne, qui est la communauté de valeurs auxquelles les pays des Balkans et les pays d'Europe centrale, les pays d'Europe orientale, je pense à la Moldavie, à l'Ukraine, à la Géorgie, voudront adhérer. Tout ça va prendre un temps fou parce que la situation de l'état de droit est très mauvaise. Dans les Balkans, on est même dans une situation de régression. Mais en tout cas, du côté allemand, il y a des déclarations politiques en faveur de cette perspective que je ne vois pas du côté français. Pas du tout. Pas du tout. Or, je trouve que s'il y a bien un domaine dans lequel on devrait aller ensemble, c'est celui-ci. Alors, je pense là, on est en train de montrer des divergences. Je pense qu'il faut aussi parler de ce que fait la France de Macron actuellement, ce qui j'ai toujours pas très bien saisi le sens, mais la France va signer un traité d'amitié sur le modèle du traité d'Aix-la-Chapelle avec l'Espagne cette semaine, juste avant donc la célébration. Et l'Italie a été fait en novembre dernier. Alors pour l'Espagne, c'est intéressant parce que c'est un peu la réponse à la tentative du gouvernement allemand de se trouver le meilleur allié de l'Espagne, notamment sur la question de la fameuse pipeline MidCat contre la France. Et où nous sommes arrivés à un tel degré de non-accord qu'il y a eu une déclaration de l'Espagne, du Portugal et de l'Allemagne pour appeler à la construction de cette pipeline contre la France. Et la France a donc finalement dénoué cette affaire en annulant complètement ce projet, en proposant un autre projet, sans impliquer dans cette phase l'Allemagne, qui passe donc désormais par Barcelone sous la mer jusqu'à Marseille. Et donc maintenant, on a cette semaine le traité de l'amitié signé avec l'Espagne. Alors moi, je trouve c'est pour le moins curieux quand on est tellement attaché à l'exclusivité de la relation franco-allemande de faire ces autres traités. Alors on peut dire, on multiplie les amis, mais pourquoi prendre comme modèle un traité qui était réservé à l'Allemagne? C'est une question que je me pose. Donc, c'est aussi pour équilibrer un peu. C'est pas que l'Allemagne qui est parfois un peu pas cohérent, c'est aussi la France où on voit pas totalement l'engagement vraiment privilégié. Cette affaire d'Espagne qui est évoquée, ça vous inquiète ou? Pas du tout, c'est pas une affaire, c'est tout à fait normal. La France a de bonnes relations avec l'Espagne et qu'on conclut l'accord. Je vois là aucun problème. Donc, c'est un peu la perspective de. Donc, il ne faut pas regarder donc les relations entre les États membres de l'Union européenne avec les yeux du 19e siècle. C'est un peu, c'est pas là le jeu des grandes puissances ici. Donc des jeux perdant. Je pense que c'est pas adéquat à mon avis. Donc je dirais un mot sur encore cette question de la grande Europe qui a été évoquée par le professeur Lequen, et la question de l'élargissement. Je suis pas tout à fait d'accord. Donc, je vois là plutôt un rapprochement franco-allemand, particulièrement en ce qui concerne les Balkans occidentaux. Là, donc, si on lit donc les prises de position du gouvernement français, il y a là
un soutien très clair, n'est-ce pas, pour l'accélération du processus de rapprochement des Balkans des Occidentaux vers l'Union européenne. C'est aussi une conséquence, n'est-ce pas, de la guerre en Ukraine, car on a vu que dans notre voisinage, c'est le champ aussi des rivalités géopolitiques, d'où la nécessité donc de lier, n'est-ce pas, le voisinage de l'Union européenne plus vite à l'Union européenne. Et en ce qui concerne l'Ukraine, donc la proposition ou donc la position conjointe, n'est-ce pas, de la France et de l'Allemagne sur de rendre le statut de candidat à l'Ukraine et la Moldavie. Donc c'était le fruit, le résultat du voyage commun, donc du chancelier, du président de la République et à l'époque aussi du Premier ministre Draghi à Kiev. Donc c'était aussi une opération, n'est-ce pas, conjointe. Et cette prise de position qui était, je pense, pour l'Allemagne et pour la France, un pas très important, significatif. Donc c'était vraiment le fruit d'un voyage commun à Kiev. Mais voyage commun et le voyage à Pékin. Le voyage à Pékin. Le chancelier y est allé tout seul. Macron aurait bien voulu l'accompagner, mais on lui a fait comprendre que ça ne plaisait pas tellement au chancelier. Est-ce que vous ne pensez pas là qu'il y avait la possibilité justement de démontrer la force, la présence du couple franco-allemand? Oui, on peut faire effectuer tous les voyages ensemble. Non, mais pas tous, mais Pékin, c'est quand même important. Non, écoutez, c'était le premier voyage du chancelier élu à Pékin, et normalement, donc, on fait un premier voyage. Et j'aimerais qu'on dise quand même quelques mots concernant l'Ukraine, le problème des chars. Alors, je lis dans Le Monde d'aujourd'hui. C'est pas un problème franco-allemand. Alors, des chars lourds pour l'Ukraine, un tabou est levé. Outre le Royaume-Uni, la Finlande et la Pologne se disent prêtes à envoyer des chars, mais elles ont besoin du feu vert de Berlin, encore réticent. Encore réticent. C'est pas moi qui l'invente, c'est en première page du Monde. Le Monde. Oui, donc ça devient une conférence de presse ici. Donc, non. Et c'est pas la journaliste qui vous grille, hein? Non, en ce qui concerne, oui. Mais pourquoi est-ce qu'il freine comme ça? Non, écoutez, donc, tout d'abord, il nous faut, en ce qui concerne la livraison de ces chars, n'est-ce pas, Léopard, il faut juridiquement un accord du gouvernement allemand, mais pour cela, il faut une demande. Et encore hier, donc, il n'y avait pas une demande ni de la Finlande, ni de la Pologne. Et s'il y a la demande, on verra. Aussi, également, donc, une réunion très importante, le 20 janvier à Ramstein, où tous les États qui sont les fournisseurs principaux des aimants pour l'Ukraine se réunissent. Très simplement, un petit mot concernant la Bundeswehr. Il y avait, attendez, je vais vous sortir ça, dans le journal de Michaela, en première page, was die Bundeswehr braucht. Et il y a un examen de l'état de la Bundeswehr qui est simplement affolant. Et on explique que peut-être que l'Allemagne va céder sur la question des chars, mais de toute façon, les chars n'existent pas, ou il va falloir les fabriquer, ça va prendre des années. Et après, il y a une description dans cet article et dans cet éditorial de la situation de la Bundeswehr qui est vraiment inquiétant. C'est pas un scoop, non?
Non, c'est pas un scoop, mais c'est quand même inquiétant. Bon, pour quelles raisons est-ce que du côté allemand, on a tellement économisé sur la politique militaire pendant des années? Oui, on a fait des économies et personne n'est content avec l'état de la Bundeswehr. C'est la raison pour laquelle le gouvernement allemand a décidé vraiment de faire cet investissement énorme de 100 milliards d'euros vers février dernier pour faire en sorte que nous, au futur, nous dépensons 2% du PIB dans le domaine de la défense, n'est-ce pas? Mais c'est tout à fait clair, donc il y a un retard énorme qu'il faut rattraper maintenant. Michaela, vous disiez quelque chose? Oui, je voulais ajouter. Alors tout d'abord, je voulais dire, je trouve quand même il y a quelque chose d'assez noble de cette réticence allemande à livrer des chars de combat. Non pas que ça exprime une non-volonté d'aider l'Ukraine. D'ailleurs, l'Allemagne a après bien sûr les États-Unis et la Pologne, mais un grand fournisseur d'armes à l'Ukraine. Mais je crois qu'il est sain pour une société d'avoir un débat sur la nécessité de livrer des chars de combat. Moi, le problème que je vois derrière et qui n'est pas résolu parce qu'il y a encore une fois pas de dialogue franco-allemand franc, c'est on a un projet, on n'a pas mentionné, on a parlé du SCAF, mais on a aussi un projet signé en même temps, en juillet 2017, du Main Ground Combat System, c'est-à-dire un char de combat franco-allemand, et qui est embourbé. Et le char, il est, avant même d'exister, il est embourbé. Et la question qui se pose, et quand on n'a pas ce dialogue, c'est comment on peut avoir un char commun si on ne peut même pas parler ouvertement des règles d'export à des tiers, des règles quand est-ce qu'on considère qu'on peut exporter ce char à des pays qui sont en guerre, qu'on veut défendre, parce qu'on dit dans nos discours, et on va l'entendre à la Sorbonne, que l'Ukraine défend la démocratie en Europe. Et ça, je trouve, c'était l'exemple. Je voulais pas que Scholz et Macron s'engueulent, entre guillemets, comme à l'époque Chirac et Schröder, mais je trouve il y a un dialogue franco-allemand qui n'existe pas. On a créé avec le traité d'Aix-la-Chapelle un formidable nouveau conseil des experts économiques franco-allemands. Vous pensez qu'ils se sont même réunis juste pour exprimer quelque chose sur le problème énergétique qui nous préoccupe tous, le problème de l'inflation? Non. Donc, on crée des groupes avec les meilleures intentions, mais on ne les utilise pas. Seulement sur la question de la coopération en matière d'armement, je pense que là, c'est pas public, mais là, il y a vraiment un accord extrêmement intense. Je peux seulement vous dire que donc ce sont au niveau donc des ministères, entre le Bundesverteidigungsministerium et la DGA, la Direction générale d'armement, ce sont et l'industrie, ce sont des négociations extrêmement intenses. Donc il y a là vraiment, et c'est aussi un sujet pour le chancelier et le président de la République, c'est-à-dire chaque fois quand il se voit, il discute aussi de ces problèmes-là. Sur le SCAF, on a fait une avancée, je suis sûr. Aussi sur le MGCS, on va faire aussi des avancées. Ce sont des projets compliqués. On parle des projets technologiquement extrêmement ambitionnés. C'est pas justement un char, c'est un système de systèmes comme le SCAF. Donc, ce sont des questions très difficiles qu'il faut régler. D'une certaine manière, c'est naturel que ça dure, car il s'agit des questions juridiques, il s'agit aussi des intérêts industriels de la France et de l'Allemagne.
En ce qui concerne le contrôle des exports, il y a là déjà un accord entre la France, l'Allemagne et l'Espagne, donc qui était signé, je pense, l'année dernière, qui règle très clairement, très clairement, le contrôle des exports des armements. Donc il n'y a pas un manque de clarté juridique. Dernière intervention de Christian. Moi, je suis tout à fait d'accord avec tout ce qui vient d'être dit, sauf que j'ajouterais quand même une dimension qui n'a pas été évoquée, c'est que en matière de politique de défense, comme diraient nos amis britanniques ou américains, politics matter, c'est-à-dire la société aussi. Il faut prendre en compte cette question. Et du côté allemand, j'ai toujours pensé que c'était ça qui était finalement difficile. Je pense que on est d'accord sur le fait que les experts font le constat qu'il faut davantage développer la politique de défense en Allemagne, qu'il faut avoir peut-être un concept stratégique un peu plus élaboré. Mais le problème, c'est que quand ça descend au niveau de la société allemande, là, c'est pas sûr qu'il y ait une véritable réception, un vrai intérêt, finalement, de la société allemande, et qui est représentée par les backbenchers du Bundestag, pour évoluer vers davantage de défense et davantage de contribution. Mais ça, c'est parce que l'histoire joue un rôle. L'histoire joue un rôle aussi, voilà. Et je pense que c'est ça le grand défi. Monsieur Schröder peut annoncer 150 milliards. S'il n'y a pas un véritable soutien de la société allemande, monsieur Scholz, ça commence par la même lettre, voilà. Monsieur Scholz, c'est le même parti politique, peut annoncer 150 milliards, mais si la société allemande n'est pas d'accord, la société allemande n'est pas d'accord. Voilà, donc ça c'est quand même un point qu'il faut prendre en compte, à mon avis. Je terminerai en disant, il y a vraiment des points, moi, qui me choquent. Par exemple, tout récemment, il a été décidé du côté allemand que l'âge électoral sera baissé à 16 ans pour les élections européennes. Je trouve ça formidable. On peut discuter est-ce que c'est bien ou est-ce que c'est mal, mais c'est une avancée quand même extrêmement importante. Et je regrette que sur une question comme ça, il n'y ait aucun débat franco-allemand. Ça aurait été là aussi quelque chose de tout à fait remarquable si on était arrivé à ce que Français et Allemands adoptent la même position. Oui, mais il est allumé. Il ne fonctionne plus. Voilà. Alors, il y a autre chose, une dernière chose que je voudrais souligner aussi, si on est dans le secteur un peu des critiques, il y a de nombreux conseils franco-allemands qui existent sur les questions de défense, les questions d'économie, sur l'agriculture, sur la culture, etc. Est-ce que le conseil d'ailleurs de l'environnement existe toujours? Parce qu'il y avait autrefois un conseil franco-allemand de l'environnement. On ne sait même pas s'il existe encore. Et ce que je trouve regrettable concernant tous ces conseils, c'est qu'il n'y a pratiquement aucune information qui filtre à l'extérieur. Le Haut Conseil culturel, qui est franco-allemand, qui est-ce qui en fait partie, qu'est-ce que ces messieurs et ces dames peuvent faire, on ne le sait pas. Il n'y a pas, regardez la presse, vous ne trouvez rien. Et l'Assemblée parlementaire franco-allemande, qui est une très bonne initiative, eh bien, là aussi, l'information vers l'extérieur est extrêmement limitée. Et, vous êtes informé, Michaela, sur l'Assemblée, sur ce qu'ils font ou... Alors, ça marche le micro? Oui, je ne sais pas. Attendez, je passe le... Oui, alors normalement, je suis informée, mais je suis d'accord que on a vu au départ que, en tous les cas côté allemand, la figure de Wolfgang Schäuble, qui a d'ailleurs lancé cette assemblée contre la volonté, à l'époque, il faut le dire, l'honnêteté le permet, ce n'était pas fait en même temps que le traité d'Aix-la-Chapelle, mais à côté, puisqu'il n'y avait pas de volonté des gouvernements de se créer leur propre ombre. Mais la figure de Wolfgang Schäuble, côté allemand, faisait que tous les ministres qui étaient convoqués, entre guillemets,
était présent et venait. Aujourd'hui, on a vu qu'il y a eu des longues pauses avant que cette assemblée soit réunie et il devient plus difficile. Alors, est-ce que c'est parce que les fondateurs ne sont plus là, mais il devient plus difficile de vraiment en faire un forum où on peut interroger librement et parfois, comme on le fait ici, de façon critique, les ministres aussi, pour vraiment informer un public franco-allemand. C'était fait pendant la pandémie. Je dirais même que si le gouvernement à l'époque a vu que c'était une erreur, cette fermeture de la frontière, c'était grâce à l'Assemblée parlementaire franco-allemande où on a eu les 2 ministres de l'Intérieur devoir se justifier et aussi avouant que c'était probablement pas la bonne réaction, qu'on n'arrêtait pas un virus avec des postes frontières. Monsieur l'ambassadeur, un mot concernant l'Assemblée parlementaire, qu'est-ce que vous en pensez? Je pense que c'est vraiment un format très important qui nous manquait. Donc je trouve que c'est vraiment, ça a un grand potentiel. Il est vrai que l'Assemblée parlementaire franco-allemande ne pouvait pas se réunir premièrement à cause du Covid, puis il y avait des élections en Allemagne, puis en France. Donc, et pendant ces périodes électorales, donc c'était pas possible vraiment de se réunir. Donc ça a aussi pris un peu de temps ici à l'Assemblée nationale de former, n'est-ce pas, le bureau politique. Mais ils se sont réunis récemment, avant Noël, à Berlin. La ministre Baerbock était là. Et je peux vous rassurer, donc le travail continuera. Je sais que la présidente de l'Assemblée nationale, aussi la présidente du Bundestag, ils sont toutes deux, n'est-ce pas, plein d'ambition de faire avancer le travail dans ces deux, dans cette assemblée. Et donc, ce travail, y compris avec les ministres convoqués, continuera. Merci, monsieur l'ambassadeur. On va ouvrir maintenant le débat, si vous voulez. Vous pouvez poser des questions. S'il vous plaît, pas de contre-exposé, mais des questions, parce que l'heure est déjà avancée, des questions bien précises. Attendez, au fond, là-bas. Oui, bonjour. 3 petits points à éclaircir pour monsieur l'ambassadeur et madame la journaliste. Donc, fin octobre, ici même, j'avais déjà évoqué à un député du SPD la demande ukrainienne de recevoir des chars allemands. Je trouve que le débat interne en Allemagne est quand même un peu long. Hein. Surtout là, j'espère que la demande polonaise sera quand même acceptée si elle arrive, évidemment, puisque là, c'est quand même une demande en indirect. Je voulais savoir le deuxième point, la démission de la ministre, Madame Lambrecht. Je voulais savoir, je crois que c'est une question de compétence. Donc, je crois que même elle-même avait été un peu étonnée d'être nommée ministre de la Défense. Mais est-ce qu'on peut aussi y voir un lien avec le parti SPD de l'Ostpolitik de Willy Brandt, comme quoi on est toujours un peu pacifique, donc on a du mal un peu à aller plus loin. Et la dernière chose, est-ce qu'en Allemagne, il y a des réactions à ce qu'a déclaré le ministre de la Défense ukrainienne hier, Monsieur Reznikov, en mettant en cause la classe politique allemande, qui avait des liens avec la Russie, notamment au plan financier, et aussi l'Allemagne, d'après lui, aurait bloqué depuis 2014 les avancées de l'Ukraine vers l'OTAN et vers l'Union européenne. Merci de vos réponses. Si vous voulez répondre, parce qu'il y a plusieurs questions, vous voulez répondre maintenant? Oui, en ce qui concerne la démission de Madame la ministre Lambrecht, elle s'est exprimée sur ces raisons, donc je n'ai rien à ajouter. Et en ce qui concerne, je connais non plus donc les commentaires qui ont été faits par le ministre de la Défense ukrainienne, donc c'est aussi un peu compliqué pour moi de faire un commentaire là-dessus. Mais en ce qui concerne donc l'adhésion donc la question, n'est-ce pas, de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Donc j'étais, avant mes fonctions ici, pendant mes fonctions ici à Paris, j'étais ambassadeur allemand auprès de l'OTAN pour 5 ans.
Et là, personne ne s'est prononcé en faveur de l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Donc il y avait un partenariat stratégique avec l'Ukraine, on a soutenu l'Ukraine, on a un conseil OTAN-Ukraine, mais dans le passé, donc personne ne s'est prononcé pour l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Devant, il y avait une question devant. Là. Merci. Merci pour vos interventions respectives. Une question pour Monsieur l'ambassadeur. Il a beaucoup été question du couple franco-allemand dans son aspect bilatéral, mais aussi dans son rôle pour l'Europe. Et j'aimerais retourner la question, si vous le permettez. Qu'en est-il des réactions des autres pays par rapport aux relations franco-allemandes actuellement? Comment perçoivent-elles ce rôle du couple franco-allemand? Vous l'avez mentionné brièvement au début de votre intervention. Est-ce que ce rôle du couple franco-allemand est perçu comme une domination ou comme quelque chose qui peut tirer l'Europe vers le haut? Comment c'est perçu? Merci. Tu veux répondre tout de suite? Je crois que c'était pour Monsieur l'ambassadeur. Oui, mais c'est Oui, mais il faut qu'il se repose, il faut que l'ambassadeur se repose un peu quand même. Je pense que c'est très variable les réactions des pays. C'est-à-dire que il y a des pays qui considèrent que c'est important parce que c'est une force d'entraînement, et je pense que ce sont plutôt les pays historiques de la construction européenne. Je pense le Benelux. Voilà, je peux y ajouter l'Espagne, même si l'Espagne est arrivée plus tard dans les années 80. Et puis il y a des pays qui sont vraiment méfiants, parce que ce qui leur fait peur, c'est justement la domination des grands. Et il faut pas oublier quand même que dans l'Europe à 27, on a quand même une majorité de pays qui se perçoivent comme des petits pays. Et ça, c'est l'identité de petits pays. Je veux dire, ça implique qu'on a envie d'être respecté dans l'Union européenne, et qu'on ne veut pas forcément céder au directoire des grands. Ça, je pense que l'Europe centrale, de ce point de vue, c'est assez clair. C'est assez clair. Alors après, ça dépend de qui on parle. Est-ce qu'on parle aussi des sociétés? Est-ce qu'on parle des élites politiques? Il y a des nuances à faire intervenir. Alors, je pense quand même une chose, c'est que depuis la guerre en Ukraine, on a eu une sorte de déplacement du centre de gravité quand même vers l'Est un peu, dans l'Union européenne. Et des pays qui ne sont pas des grands pays, comme les pays baltes, la Pologne, dans le fond, se sont refait un peu, se sont un peu relégitimés par le discours qu'ils avaient toujours très alarmiste sur la Russie, en disant voilà, nous on vous avait prévenu, cher grand pays. Or vous pensiez toujours que on pouvait négocier avec Poutine, que jamais il n'allait entrer en Ukraine, etc. On vous l'avait dit. Et comme c'est un peu comme si la morale était un peu passée de leur côté. Et ça a un peu délégitimé quand même le couple franco-allemand. Et je trouve qu'il faut qu'on en tire des leçons. Voilà. Et c'est la raison pour laquelle, quand j'entends des déclarations c'est pas des déclarations allemandes, c'est des déclarations françaises sur le fait qu'il faut penser aux garanties de sécurité pour la Russie, franchement, je trouve que c'est un peu tôt. Pour annoncer des choses pareilles. Et je veux dire, c'est pas le meilleur moyen de se légitimer et d'être ensuite présent s'il y a des négociations de façon influente. Voilà. Monsieur l'ambassadeur, est-ce que vous partagez aussi cette idée qu'on retrouve aussi assez souvent en Allemagne, dans la presse ou dans les milieux politiques, du déplacement du centre de gravité de l'Union européenne vers l'Est? Est-ce que ça vous semble quelque chose qui tient la route, ça? Je voulais tout d'abord peut-être dire un mot sur ce qui concerne cette question-là, de la perception du couple franco-allemand. Donc, je pense que toujours, donc, s'il y a un problème dans le couple franco-allemand, je pense que nos partenaires
se posent des questions, n'est-ce pas? Car ils ont aussi fait l'expérience, si on veut vraiment faire avancer les choses en Union européenne, il faut finalement un accord franco-allemand. Un bon exemple, c'est j'ai mentionné le plan de relance. C'était tout d'abord une initiative du président Macron et de la chancelière Merkel, n'est-ce pas, en mai 2020. Et puis, donc, on a introduit donc, on a discuté avec la Commission, et puis on a eu au début de la présidence allemande, une négociation extrêmement difficile qui a duré 4 jours et 4 nuits à Bruxelles pour arriver à un accord sur le plan de relance, parce qu'il y a initialement il y avait les fameux frugaux, n'est-ce pas, qui étaient un nombre de pays qui étaient extrêmement réticents, sceptiques ou négatifs. Et ça, à mon avis, démontre très clairement donc ce mécanisme, n'est-ce pas, que la France et l'Allemagne peuvent faire des propositions, mais finalement, il faut que tout le monde dans l'Union européenne soit à bord. 27. Et l'histoire de ces négociations, à mon avis, c'est un bon exemple qui exemplifie donc cette nécessité vraiment d'inclure tout le monde. Deuxième question sur la question le centre. Qu'est-ce que ça veut dire le centre de gravité? Donc, il est clair que maintenant, le problème principal que nous avons en Europe, c'est la guerre, n'est-ce pas? Et la guerre a lieu à l'Est. Et il est tout à fait clair que des pays comme les Pays-Bas ou la Pologne sont extrêmement inquiets, qu'ils ont des soucis de sécurité très, très légitimes. De ce point de vue-là, on pourrait dire, oui, donc ça, c'est la question principale. Mais de l'autre côté, si on parle aussi de l'importance de relations franco-allemandes, aussi donc l'importance du facteur économique, n'est-ce pas, de ce point de vue-là, je n'ai pas l'impression que vraiment le centre de gravité bouge vers l'Est en ce moment. Donc c'est très important ce qui se passe là. On est tout à fait solidaires. Mais moi, je pense que cette logique, n'est-ce pas, on pourrait lire ça dans beaucoup d'articles ici. Donc, le centre de gravité de l'Union européenne bouge vers l'Est, donc l'Allemagne s'oriente vers l'Est au détriment du franco-allemand. Et ça, à mon avis, c'est pas vrai. C'est pas vrai parce que cette relation avec Paris donc reste tout à fait fondamentale. Et je pense que ça s'inscrit un peu dans une certaine tradition de la pensée politique française, n'est-ce pas? Cette idée, donc il y a toujours cette tentation de l'Allemagne vers l'Est, c'est un peu le Rapallo, c'est ça. Mais du temps de Willy Brandt aussi, quand Willy Brandt a commencé la hausse politique, il y avait toujours l'inquiétude qu'il y ait un basculement vers l'Union soviétique et qu'il y ait un accord secret avec l'URSS, réunification contre neutralisation. Et donc, cette crainte d'un basculement. Vous voulez dire quelque chose? Non, je pense que si déplacement du centre de gravité politique il y a, c'est au détriment de la France et de l'Allemagne, en raison de nos positions traditionnelles sur la Russie. Ça, je pense que c'est là, pour des raisons, encore une fois, totalement différentes, hein, pour ce qui est de la France et pour ce qui est de l'Allemagne. On a quand même toute une partie de l'opinion publique centre-européenne, mais aussi suédoise, par exemple, finlandaise, qui pense qu'on s'est vraiment fourvoyé à l'égard de Poutine et que donc il y a une délégitimation des deux grands. Ça, je pense que c'est un point important. Voilà. C'est la raison pour laquelle il faut maintenant être très, très vigilant sur le plan du discours. Hein. Et encore une fois, je pense que si
des garanties de sécurité doivent être données à court terme, eh bien, c'est à l'Ukraine qu'elles doivent être données. Hein. La priorité, pour moi, c'est celle-ci. C'est le pays qui est victime, c'est le pays qui est attaqué. Voilà. Donc, je crois qu'il faut surveiller son langage. Au fond, il y avait une question, quelqu'un, non? Est-ce que, oui, ici devant? Oui, une dame, voilà. Non, la femme d'abord quand même. Oh. Oui, bonjour, David Kahn, Fédéral Europe. Alors, comme on ne peut pas faire de contre-exposé, je vais poser 3 questions brèves. Sur le préambule du traité de l'Élysée, est-ce qu'il n'y a pas eu des pressions américaines qui expliquent en partie l'existence de ce préambule? Deuxième question sur la coopération franco-allemande mise en place depuis ce traité-là. Alors c'est vrai, solidarité, amitié, coopération, c'est bien. Ça permet d'avancer dans les domaines qui ne sont pas régaliens, qui ne sont pas des domaines durs. Donc l'agriculture, l'économie, le marché. Mais quand vous arrivez sur des domaines durs, c'est beaucoup plus difficile. Est-ce qu'il ne faut pas, pour continuer dans cet esprit du traité de l'Élysée maintenant, avoir une avancée de type noyau fédéral, qui pourrait être un noyau franco-allemand, pourquoi pas, et le gouvernement allemand, dans son contrat de coalition, l'a indiqué. C'est une possibilité. Pourquoi la France ne saisit pas cette occasion-là? Alors, je ne dis pas qu'il faut le faire demain, je dis, on met en place le principe, on dit qu'on est d'accord pour aller dans cette direction avec un noyau fédéral, parce que je ne vois pas d'autre solution, moi. Je ne vois pas le Parlement européen devenir souverain. Et progressivement, on avance dans cette direction en faisant un travail auprès de l'opinion publique, etc. Et troisième question sur Taïwan. Moi, je pense, est-ce que vous êtes sûr que les Européens et les Américains ont exactement les mêmes intérêts dans cette zone? Et est-ce que vous ne croyez pas que le général de Gaulle aurait une position un peu plus nuancée sur la question? Et est-ce que le fait d'avoir une position nuancée ne permettrait pas de donner une conscience géopolitique aux Européens? Merci. Peut-être la personne à côté, vous voulez intervenir? Comme ça qu'on est les deux. Bonjour, merci. C'est le nouveau couple franco-allemand. Puisqu'on a évoqué les lacunes des journalistes français, je me dois par honnêteté intellectuelle de préciser que je suis journaliste, moi-même française. Non, moi juste une question sur le couple franco-allemand et les États-Unis. Et est-ce que finalement la position commune franco-allemande qu'on essaye en ce moment de trouver sur les subventions et la réponse aux subventions américaines, l'Inflation Reduction Act, peut permettre de ressouder ce couple, et comment? Alors, je vais commencer sur le préambule et sur les pressions américaines. Moi, ce que je suis trop jeune pour avoir vécu cette période, mais même si ça se voit plus. Mais en fait, d'après ce que j'ai appris, c'était vraiment à l'initiative des députés du Bundestag qui avait quand même la conscience d'un pays, ça on l'oublie trop vite, qui était encore, Berlin était encore une ville qui était gérée pour la partie occidentale par les Américains, les Français, les Britanniques, un pays qui était encore structuré par des zones d'occupation anciens où il y avait une présence militaire encore, notamment américaine. Donc, est-ce que c'est des pressions? Non, mais il y avait une volonté de réaffirmer le lien important et protecteur des États-Unis et de la Grande-Bretagne. Et je crois, ça tient aussi, il y a pas mal de livres sur ce chapitre que je trouve assez passionnant,
sur le vécu des premières années après la guerre où les Américains étaient de loin parce qu'ils n'avaient pas une revanche à prendre, les plus généreux. Il y a toute cet imaginaire allemand sur les care packets, alors que la zone d'occupation française, il y avait quand même un tout petit peu d'esprit de Versailles encore qui était pas totalement injustifié en vue des crimes. Mais je veux dire, je pense tout se comprend. Mais je veux juste dire aussi, je crois pas que c'était les résultats des pressions américaines. Je crois que c'était vraiment une volonté qui existe jusqu'à aujourd'hui. Il n'y a rien de mal à cela. Quand en France, on s'excite parce que l'Allemagne achète les F-35, il faut vraiment expliquer qu'on a le partage nucléaire. Le partage nucléaire, il est avec les États-Unis et que aucun pays, la France non plus, ne laisse regarder dans son avion qui est censé porter des bombes nucléaires. Et donc, il n'y avait pas le choix entre le modèle français, entre le Rafale, comme on dit d'ici là, et les F-35. Donc, il y a un attachement très, très profond qui naît avec cette occupation qui était différente et qui est perpétuée par un lien militaire qui reste très, très fort au sein de l'OTAN et qui est perpétué aussi par ce partage nucléaire. Et je m'arrêterai probablement là parce que sur le noyau fédéral, je trouve que c'est plutôt côté français, effectivement, qu'il faut trouver la réponse parce que, comme vous l'avez si bien dit, c'est dans le traité de coalition. Je veux bien dire un mot sur cette question justement du noyau dur fédéral. C'est vrai que c'est plutôt du côté français que ça pose problème, même si quand on prend les positions françaises sur le temps long, les Français ont accepté énormément de politiques qui ressemblent à du fédéralisme. Regardez la monnaie unique dans sa dimension monétaire. C'est cette banque centrale indépendante qui prend des décisions en matière de taux d'intérêt ayant des conséquences pour l'ensemble des économies d'Europe. C'est vrai que ça ressemble quand même à quelque chose qui serait une banque fédérale et les Français l'ont accepté. Ils ont même été porteurs de l'idée au moment du traité de Maastricht. En revanche, quand on passe à l'institutionnalisation du fédéralisme, là, en France, ça pose immédiatement beaucoup plus de problèmes parce qu'il n'y a pas cette culture du fédéralisme. Et ce noyau dur, en vous écoutant, fédéral franco-allemand, il a été proposé par l'Allemagne à la France en 1994. Nous avons évoqué Monsieur Schäuble tout à l'heure. C'était la fameuse proposition Schäuble-Lamers de 1994. La réponse française a été une fin de non-recevoir. Alors peut-être que du côté allemand, il serait bon de réfléchir aussi à une sorte de retour vers l'intergouvernementalisme en Europe. Je veux dire, comme méthode. Ça, parce que les Allemands traditionnellement défendaient toujours plutôt la méthode fédérale. J'ai l'impression quand même que depuis une vingtaine d'années, on défend aussi pas mal les solutions intergouvernementales. D'ailleurs, Madame Merkel avait fait un discours à Bruges au Collège d'Europe où elle avait dit qu'il fallait qualifier ça de méthode de l'Union, Unionsmethode. Voilà. Mais en fait, quand on regardait l'Unionsmethode telle qu'elle était décrite par la chancelière à l'époque, ça ressemblait quand même beaucoup à la validation de l'intergouvernementalisme. Donc, les Allemands se sont rapprochés aussi des Français d'une certaine manière dans ce domaine. Sur Taïwan, écoutez, d'abord, les Européens, vous savez, on n'a pas une politique qui est tellement marquée par les intérêts dans l'Indo-Pacifique. La France essaie de porter une politique européenne pour l'Indo-Pacifique, mais il n'y a pas énormément de soutien de la part des autres
des autres partenaires, c'est une question qui reste quand même une question très largement américaine dans le camp occidental. Mais moi, je pense que c'est un symbole très très important. Si Taïwan tombe après ce qui s'est passé en Ukraine, je trouve que, personnellement, j'ai la faiblesse de croire encore un peu dans les valeurs de la démocratie libérale et de l'ordre libéral international. Je trouve que ça veut dire encore quelque chose. Si ça tombe à Taïwan, c'est un symbole très très fort, très très fort. Et je ne pense pas que les Américains laisseront faire, en tout cas à court terme. Voilà, c'est cela que je pense. Monsieur Ambassadeur, sur cette dernière série de questions. Brièvement sur la question du modèle fédéral, je pense que sur ce point-là, il y a aussi, encore une fois, une convergence franco-allemande, car c'est ce qu'on veut bien faire tout d'abord, c'est faire des progrès pratiques pour faire en sorte que l'Union européenne soit capable d'agir. Et je rappelle que le chancelier et le président ont fait les mêmes propositions sur la nécessité d'une réforme institutionnelle avec donc vote à la majorité sur la politique étrangère, mais aussi sur la question de la taxation des impôts. Et ils ont, les deux, dit donc qu'ils sont prêts à une révision des traités. Ils ont tous les deux dit donc qu'il faut penser à des réformes en ce qui concerne le Parlement européen, les listes transnationales. Donc, c'est-à-dire sur les questions institutionnelles, il y a vraiment une convergence. Et à mon avis, c'était le discours du président de la République au mois de mai. C'était la première fois, je pense, que la France officiellement a soutenu cette idée donc du vote à la majorité. Donc là, il y a aussi convergence, si vous voulez. Et ça, c'est un fédéralisme de fait, si vous voulez. Sur the Inflation Reduction Act, là, donc il y a des consultations très étroites entre les deux gouvernements, avec des premiers résultats. Je rappelle donc ce papier qui a été élaboré par les ministres Habeck et Le Maire sur la nécessité d'une politique industrielle européenne. Ça, c'est un document très... Il y a aussi une déclaration commune entre Bruno Le Maire et Christian Lindner, donc avec la même direction, c'est-à-dire sur ces points-là, il y a aussi, à mon avis, un travail très important. Comment réagir donc, à cette nouvelle situation de ce Inflation Reduction Act? C'est la situation dans laquelle les États-Unis, avec des montants énormes, soutiennent la transition verte énergétique, climatique aux États-Unis, ce qui est bon pour le climat, mais qui pose des questions pour l'industrie européenne. Et sur ce point-là, donc, il y a un dialogue très étroit entre la France et l'Allemagne. Et ce sera certainement aussi un sujet très important dans le cadre du Conseil ministre franco-allemand dimanche prochain. Voilà. Est-ce qu'il y a une dernière question? Bon, alors une dernière question ici, puis après on terminera. Merci beaucoup de prendre en compte ma question. J'aimerais revenir à propos vous avez fait mention en début de cette table ronde de l'apprentissage de la langue au sein de nos deux pays. Et est-ce qu'il y a une politique conjointe menée pour favoriser l'éducation ou tout simplement pour sensibiliser aux cultures, aux langues, à l'art, bref, à tout cet ordre de choses littéraires, culturelles en France et en Allemagne? Vous voyez, c'est un silence embarrassé qui vous répond. Non, bien sûr. Oui, ça commence dans les écoles, n'est-ce pas? Et en ce qui concerne la langue, j'ai déjà dit, donc le problème a été reconnu par les deux gouvernements. Des stratégies ont été élaborées, ont été présentées, je pense qu'il y a quelques semaines. Et maintenant, il s'agit de
de la mise en œuvre, n'est-ce pas? Et il y a deux côtés. Il y a le problème de l'offre et de la demande. Donc, s'il y a, donc c'est un peu le, comment est-ce qu'on dit, hand and eye en français, comment on dit? Hand and eye, la poule et l'œuf, n'est-ce pas? Donc, est-ce qu'il faut élargir l'offre pour mobiliser la demande ou l'inverse? Parce qu'on a un problème les deux côtés. Donc, en ce qui concerne, par exemple, en France, donc, il y a un problème sur le plan des enseignants. C'est pas vraiment seulement pour l'allemand, mais aussi pour la mathématique. Et de l'autre côté, donc, c'est la question de la demande, c'est-à-dire de moins en moins d'élèves demandent, n'est-ce pas, un enseignement en allemand. Je pense qu'il faut travailler sur les deux côtés, donc c'est un peu pareil en Allemagne. Mais je pense qu'on a identifié le problème et maintenant il faut travailler là-dessus, c'est-à-dire faire en sorte qu'il soit suffisamment d'enseignants d'allemand et de l'autre côté motiver donc les jeunes et les familles, n'est-ce pas, d'apprendre l'allemand. Et le point qui a été fait par Henri Médidier est tout à fait pertinent. C'est de l'aspect professionnel. Donc, il ne suffit pas de dire donc c'était Adenauer, De Gaulle, c'est réconciliation, c'est pour ça que tu dois apprendre l'allemand. C'est pas. Mais je pense que les perspectives professionnelles sont très importantes. Il ne faut pas oublier que l'Allemagne est l'investisseur le plus important en France. Il y a plus de 3000 entreprises filières donc allemandes qui travaillent ici en France, qui ont créé plus de 300 000 emplois. Donc aussi pour les jeunes, c'est une perspective intéressante, n'est-ce pas? Donc et c'est l'inverse en Allemagne. Donc il faut à mon avis donc plus souligner cet aspect-là. Et en ce qui concerne l'Allemagne, donc l'attractivité de l'Allemagne, donc là, on pourrait faire mieux. Je suis pas sûr que l'Allemagne pour les jeunes Français est vraiment cool. Et Berlin est cool, mais l'Allemagne, je suis pas. L'Allemagne, je suis pas sûr. Donc sur ce plan-là, donc et c'est la raison pour laquelle aussi la mobilité est tellement importante, n'est-ce pas? Effectuer un voyage, passer 2 semaines chez une famille française et puis donc le regard est tout à fait différent. Je voulais juste dire, avec Michaela, nous avons participé à une réflexion que nous avait demandé le ministre des Affaires européennes, M. Bonn, sur la pratique des langues dans les institutions européennes. Et ça nous a amené en amont, parce qu'on ne s'est pas concentré simplement sur la question de la pratique à Bruxelles, à regarder les systèmes d'apprentissage dans les deux pays. Et on s'est rendu compte que finalement, il y avait aussi une difficulté de gouvernance qui était liée au fait qu'en Allemagne, ça n'est pas une compétence fédérale, les questions d'éducation et d'apprentissage des langues, enfin d'éducation de manière générale. Donc vous avez, bien que vous ayez un représentant pour les questions d'éducation qui représente l'ensemble des Länder et ça tourne d'un land à l'autre, vous avez des politiques linguistiques qui sont extrêmement différentes entre la Thuringe, la Sarre, même entre la Sarre et le Bade-Württemberg, c'est très différent. Voilà. Donc l'approche française qui consisterait à dire voilà, on va discuter avec l'État central allemand de la question des langues dans nos deux pays, ça ne peut pas marcher en raison de systèmes administratifs différents. Voilà. Et c'est une petite complication, dirons-nous. Je vais vous raconter une petite anecdote qui vous montre que le problème n'est pas nouveau. Du temps de Jacques Chirac, j'avais été invité pour la préparation d'un sommet qui traitait de pas mal de questions culturelles et on a discuté donc du problème de la langue. Et moi, j'ai poussé le président de la République, donc Jacques Chirac, qui prenne des décisions importantes. Notamment, je vais suggérer que l'allemand devienne une langue obligatoire. Alors la discussion a duré un petit moment, et puis on n'avançait pas beaucoup, et subitement Chirac a levé les bras en l'air, disant « Mais Monsieur Ménudier, vous m'embêtez, etc. Moi, je suis bien prêt à mettre tout ce que vous voudrez, mais finalement,
Il m'a dit, c'est pas moi qui vais décider ce qui apprennent les langues vivantes. Ce sont d'abord les élèves, ce sont les parents, ce sont les profs. Mais il disait, allez convaincre ces 3 sortes de personnes et vous avancerez bien sûr sur le problème linguistique. C'est-à-dire que il ne suffit pas bien sûr que le gouvernement ou le président de la République dise on va faire ceci ou cela pour que ce soit réalisé. Bon, je crois qu'on va terminer parce que c'est 9h30 passé. Je tiens à remercier les 3 intervenants. Je crois que on a fait une approche très diversifiée des problèmes franco-allemands. Vous voyez que cette relation est très ancienne. On a parlé du traité de l'Élysée 1963. Il est bien évident que, comme ça a été dit, il faut le souligner, l'entente franco-allemande, le rapprochement commence beaucoup plus tôt. Et ce que je voudrais également souligner, ce qui a été dit, mais il faut le rappeler, il y a vraiment un moteur franco-allemand qui a fait avancer l'Europe depuis 1950 avec le discours de Robert Schuman. Mais il ne faut pas oublier aussi que dans la déclaration commune qui précède le traité franco-allemand, il est indiqué que l'unité de l'Europe est l'objectif des 2 peuples. Donc, on se situe tout à fait dans cette ligne-là. Et concernant la question qui a été posée à propos de comment notre coopération est perçue dans les autres pays européens, mais c'est une attitude, je dirais, un peu contradictoire. D'un côté, il est souhaité que les Français et les Allemands s'entendent. S'ils n'avancent pas, on le leur reproche. Mais par ailleurs, très vite, il y a le reproche, l'accusation d'hégémonie. Et là, vous voulez nous imposer vos projets, vos idées, parce que vous êtes les plus forts sur le plan économique, politique, etc. Donc voilà où on en est. Si vous voulez, regardez donc de près ce qui va se passer. Moi, je suis très curieux, je dois vous dire, et de voir qu'est-ce qui va être annoncé dimanche, et on verra ce qu'on pourra en tirer comme conséquence. De toute façon, la maison ici à Heinrich-Heine a prévu plusieurs débats dans les prochaines semaines concernant le franco-allemand. Donc, on pourra suivre la progression de cette coopération. Disons, pour terminer, je voudrais simplement vous dire que, étant donné la gravité des défis face auxquels nous nous trouvons, on en a évoqué quelques-uns, nos pays individuellement ne peuvent pas faire grand-chose. Il faut absolument qu'il y ait une entente franco-allemande et une entente européenne pour arriver à nous maintenir vis-à-vis des grands ensembles qui sont en train de changer eux aussi. Merci d'être venus. Bonne soirée et à bientôt. Merci à vous.